deuxième table ronde. On va s'intéresser cette fois-ci aux leviers publics et privés pour transformer nos modes de consommation. Et donc vont nous rejoindre sur scène Sophie Dubuisson-Kellier, qui est socio-économiste, directrice de recherche au CNRS. Donc Sophie, soyez la bienvenue. Avec nous également Audrey Pulvar, qui est adjointe à la maire de Paris en charge de l'alimentation durable, de l'agriculture et des circuits courts. Audrey, merci de nous rejoindre également. Et puis Marianne Naudin-Aït-Saïd, qui est chef de projet RSE, achat, autrement dit experte filière durable chez Lidl France. Alors si vous partez là-bas, moi je vais me rapprocher de vous parce que ce serait dommage. Donc on a également avec nous, mais ce sera retransmis en vidéo et vous ne pouvez pas être présente avec nous, la députée européenne Valérie Hayé, et je crois qu'on va commencer justement par une diffusion d'un message vidéo qu'elle voulait partager avec nous. Bonjour à tous. Je tenais à vous adresser cette vidéo pour ces assises nationales du commerce équitable auxquelles vous m'avez invité. Malheureusement, je ne pouvais pas me joindre à vous aujourd'hui parce que je suis retenue par la session plénière du Parlement européen à Strasbourg. Mais vraiment, il me tenait à cœur de vous faire parvenir quelques messages pour vous faire part de mon soutien plein et entier. À l'heure où nous sommes en capacité d'évaluer la mondialisation avec plus de recul que par le passé, nous pouvons tirer des constats. Des constats positifs, avec un certain accroissement global des richesses, des débouchés pour nos producteurs français et européens. Mais on identifie tous également des points d'amélioration. Et mon sentiment, c'est que le marché et les États ne détiennent pas les solutions à eux seuls seulement. Il nous faut plus impliquer la société civile, qui est le troisième grand acteur dans ce monde globalisé. Et les acteurs du commerce équitable font partie de ce grand pilier qui doit jouer son rôle dans le développement d'un commerce mondial plus juste. Alors j'ai eu l'occasion de me rendre en avril dans un pays qui, pour certains, est emblématique de ce qui ne marche pas dans la mondialisation, le Bangladesh. Et ce que j'ai pu constater, c'est que de grandes marques textiles mondiales, occidentales mais pas que, font fabriquer des t-shirts, des baskets et d'autres vêtements dans des usines où les travailleurs sont encore rémunérés en dessous du seuil de pauvreté tel que défini par la Banque mondiale, c'est-à-dire 3,65 $ dans le cas du Bangladesh par jour. C'est donc aussi dans cet esprit que je tenais à partager avec vous un projet, une idée que nous avons développée au Parlement européen, le mécanisme équitable aux frontières. Ce mécanisme, il obligerait les entreprises qui importent dans l'Union européenne des produits fabriqués par des travailleurs extrêmement pauvres à l'autre bout de la planète, il obligerait ces entreprises à payer une charge à l'Union européenne. Le montant de cette charge, il pourrait correspondre par exemple à la différence entre le seuil de pauvreté du pays d'origine et le salaire réel perçu par les travailleurs. L'objectif serait que les multinationales augmentent les salaires dans leur chaîne d'approvisionnement mondiale pour éviter de payer cette charge. Ou si elles décidaient de payer à l'Union européenne, on reverserait les recettes aux travailleurs concernés, évidemment dans la mesure du possible. C'est une idée que le Parlement européen a désormais épousée dans un rapport voté en mai cette année. Mais il nous reste encore beaucoup à faire, surtout pour lancer cette réflexion au sein de la société civile, de la population, en dehors des murs du Parlement à Bruxelles et à Strasbourg. Et pour cela, votre action serait décisive. Votre action, mais aussi vos analyses vis-à-vis d'un tel projet, parce que vous êtes ceux qui traitez quotidiennement ces enjeux. Vous êtes ceux dont nous, législateurs, nous avons besoin pour rédiger des lois, imaginer des politiques publiques qui fonctionnent. C'est pourquoi je serais vraiment heureuse d'échanger avec vous à l'avenir sur ces sujets. Mais en attendant, je vous souhaite plein de débats intéressants lors de ces assises nationales du commerce équitable et surtout plein succès dans tous les projets que vous portez. Pour plus de transparence, de traçabilité et pour des producteurs mieux rémunérés pour une mondialisation plus juste. Très bon débat à vous. Très bien, ben merci beaucoup à Valérie Hayé, donc députée européenne, pour cette très belle proposition de mécanisme équitable aux frontières, dont on souhaite évidemment le plus long chemin dans les méandres législatifs européens. Sophie Dubuisson-Kellier, donc je disais, vous êtes socio-économiste au CNRS. Vous travaillez actuellement sur une approche d'économie politique des régimes de l'abondance, mais on connaît évidemment très bien vos travaux sur la consommation engagée, sur lesquels vous avez travaillé de nombreuses années, et donc d'influer sur le consommateur. On a beaucoup tenté d'agir sur lui. On sait aussi toutes les limites de cette approche, et peut-être que vous pouvez, et on peut commencer par justement cette évocation des limites du travail sur les consommateurs. Là, c'est mieux?
Merci. Merci de cette invitation. Je suis sociologue, pas socio-économiste. Oui, alors c'est la question du pouvoir du consommateur et de la capacité en fait à activer ce pouvoir du consommateur et effectivement le commerce équitable a de longue date travaillé dans cette voie-là. Il est parvenu bien entendu, mais on sait aussi que cette démarche elle a un certain nombre de limites en fait. Il y a une première limite qui tient au fait que la consommation est stratifiée en réalité et que ce qui se passe dans une partie de l'espace social ne fait pas tache d'huile partout. Et on sait que les messages de la consommation engagée, ils fonctionnent bien auprès d'une population qui est plutôt éduquée, qui veut construire un rapport très réflexif à sa consommation, mais qu'il fonctionne moins bien auprès, j'allais dire, de la masse, qui a plutôt envie, en fait, à travers sa consommation, de montrer une participation à la société, donc des choses qui sont plutôt de l'ordre du faire comme tout le monde, en fait. Donc ça, c'est une première raison. Il y a aussi une deuxième raison, finalement, qui tient aux réactions de l'offre, tout simplement. Et on sait très bien que le commerce équitable, comme d'autres pratiques, en fait, ont été investis par les offreurs aussi dans des stratégies de segmentation et qui sont d'autant plus intéressantes que les consommateurs qui sont concernés par cette segmentation sont extrêmement solvables. Donc on a aussi une tendance en fait inflationniste du coup derrière ces pratiques des gros acteurs. Et donc ça fait déjà deux raisons qui rendent cette construction du pouvoir difficile. Je dirais que peut-être qu'il y en a une troisième raison qui est le fait que finalement ça amène aussi les acteurs qui veulent jouer sur ce pouvoir du consommateur à passer par le marché et du coup aussi à nouer ce pacte en fait avec les fonctionnements marchands tels qu'ils s'expriment en fait dans les relations entre l'offre et la demande. Et de fait en fait cette notion de pouvoir du consommateur elle est aussi activée par les gros acteurs économiques à travers cette notion de souveraineté économique, souveraineté du consommateur qui s'exprime essentiellement à travers un choix marchand mais un choix qui est fortement cadré dans un rapport de force qui est plutôt en la faveur des offreurs, c'est-à-dire entre l'offre et la demande. En réalité, on sait très bien que c'est plutôt l'offre qui fait la demande que l'inverse. Donc en fait, ces difficultés rendent ce travail de la construction d'un pouvoir du consommateur extrêmement fragile. Et moi, j'ai tendance à dire qu'en fait, le travail doit être aussi mené du côté plutôt des politiques publiques, bien sûr, et puis de la question des modèles d'affaires. Merci. Et alors sur cette question de l'abondance sur laquelle vous travaillez, ça veut dire quoi? Comment vous décrivez aujourd'hui une société de l'abondance? Quel est le modèle économique qui aboutit à cette situation? Oui, alors ce qui est intéressant avec l'abondance, c'est qu'en fait la critique, elle est souvent beaucoup portée du côté des consommateurs, c'est-à-dire les consommateurs consomment trop, on est dans la surconsommation. En réalité, en fait, ce modèle de l'abondance, il est structurellement construit à la fois autour d'un pilotage macroéconomique qui valorise le fait de produire des niveaux très élevés et donc de consommer des niveaux très élevés. Il est également très présent à un niveau microéconomique plutôt dans le pilotage de l'entreprise, tout simplement. Et les entreprises, aujourd'hui, sont essentiellement animées par des modèles d'affaires qui sont fondés sur le volume, produire énormément, produire en excès. Et en fait, c'est cette production excédentaire, aujourd'hui, qui nécessite en fait d'activer et de suractiver une consommation. Donc la surconsommation, elle est problématique, c'est évident, et du point de vue du climat, elle est extrêmement préjudiciable. Mais cette surconsommation, en fait, c'est la résultante de cette organisation d'abord du côté de la production, et s'agissant de l'agriculture, on est dans la même problématique. Donc ces notions qu'on travaille beaucoup autour du gaspillage sont finalement de façon un peu d'euphémiser ce qui relève plutôt de désajustements quantitatifs massifs entre une offre en fait qui a besoin, enfin une production qui a besoin d'être très élevée pour pouvoir produire de la rente, pour pouvoir diminuer des coûts et qui du coup nécessite d'activer en permanence une consommation. Du coup, j'imagine avec un cercle vicieux dans lequel on rentre, c'est-à-dire que plus on produit et plus il faut se démarquer, donc des coûts marketing de différenciation qui, j'imagine, se font aussi encore une fois aux dépens des coûts de production.
Oui, effectivement. Alors, plus on produit, plus il faut vendre. Donc, il faut avoir des techniques pour vendre qui coûtent de plus en plus cher, notamment aujourd'hui avec l'IA, par exemple, ou les données de manière générale. Donc, on voit bien qu'en fait, on a des séries de coûts qui vont venir s'incrémenter et d'autres qui s'invisibilisent de plus en plus. C'est-à-dire tout ce qui est effectivement de l'ordre de la régénération de la nature, tout ce qui est de l'ordre des droits humains, en fait, sont des coûts qui sont absents en fait du décompte, et d'autres coûts, et notamment le coût de toutes les techniques, la publicité, le marketing, etc., qui nécessitent de vendre plus, viennent s'ajouter. Donc en fait, on a un cercle vicieux qui est très très problématique, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, blâmer le consommateur, donc blame the consumer, qui est vraiment très présent dans beaucoup de politiques publiques, en fait, ne va pas nous mener vraiment sur le bon chemin, puisque on peut effectivement trouver des consommateurs qui vont réduire leur consommation, mais dans un modèle macroéconomique généralisé de surproduction, ça va être compliqué de résoudre le problème par ce bout-là. Très bien, merci beaucoup Sophie. Alors je ne l'ai pas reprécisé, c'est vrai que Sophie l'avait indiqué, pardon pas Sophie, Julie Stoll l'avait intégré dans son introduction tout à l'heure pour nous expliquer qu'à l'issue de cette table ronde, et on vous a demandé à toutes les trois de faire des propositions de levier transformateurs justement pour tenter d'agir sur le consommateur. On y reviendra dans un deuxième temps et vous aurez l'occasion en plus, vous, au public, de voter sur ces propositions qui seront donc intégrées, vous l'avez compris, dans une feuille de route de plaidoyer pour la plateforme pour le commerce équitable France. La parole, du coup, on a vu un petit cadrage sur cette société d'abondance et puis les limites effectivement du travail sur le consommateur, sur la consommation engagée. Du côté de la puissance publique et d'une collectivité territoriale telle que celle de Paris, donc Audrey Pulvar, je rappelle, vous êtes adjointe à la maire de Paris en charge de l'alimentation durable, de l'agriculture et des circuits courts, donc du coup vous représentez ici le levier de la puissance publique, et on sait qu'autour de l'alimentation, voilà, vous avez notamment un vaste plan alimentaire durable pour tenter justement d'influencer sur la demande des consommateurs de Paris. Oui, bonjour à toutes et tous. Effectivement, nous pensons, nous croyons très fortement à Paris, à la capacité d'une collectivité d'agir sur les composantes du marché avec le levier de la commande publique. En fait, on part du constat, enfin, ma délégation elle a été créée en ce sens par la maire de Paris, que les secteurs agriculture-alimentation sont le deuxième poste d'émissions de gaz à effet de serre pour une ville comme Paris, après le transport et à Paris singulièrement le transport aérien, puisqu'il y a 3 aéroports, dont un est très fréquenté par les jets privés. Donc l'impact environnemental du secteur transport et puis transport du quotidien évidemment est important, mais en deuxième position il y a l'agriculture et l'alimentation, donc les systèmes agricoles qui nourrissent Paris et le système alimentaire parisien. Et la maire de Paris est engagée depuis déjà le mandat précédent et évidemment dans ce mandat aussi dans une démarche de responsabilité. Une ville comme Paris, une capitale avec ses 2 200 000 habitants, 6 à 7 millions de personnes chaque jour dans la ville, c'est un pôle d'extraction de ressources, de consommation important, d'émissions de gaz à effet de serre et de conséquences importantes dans le problème global de réchauffement climatique. Et donc, si Paris veut prendre ses responsabilités, elle doit réduire ses émissions, réduire ses consommations, réduire ses extractions. Et ça passe donc par le secteur agriculture-alimentation. Donc, une des grandes missions de ma délégation, c'est de réduire l'empreinte environnementale, en tout cas la part de l'agriculture et de l'alimentation dans l'empreinte environnementale de la ville. Dans le même temps, assurer un accès à toutes et tous, enfin un accès de toutes et tous, pardon, à une alimentation durable. Et donc, pour arriver à conjuguer ces deux grandes missions-là, j'ai l'outil très puissant de la commande publique, puisque Paris est le premier acheteur de bio en France aujourd'hui, et que avec les 30 millions de repas de la restauration collective parisienne, on peut agir en amont sur l'agriculture qui nourrit Paris. Alors, il ne s'agit pas d'agir ni contre ni sans les paysans, les paysannes, les agricultrices, agriculteurs qui nourrissent Paris, mais vraiment avec eux.
Et c'est pour ça qu'on a eu une démarche hyper constructive depuis le début de ce mandat, en organisant d'abord une conférence citoyenne de l'alimentation durable début 2021 avec une centaine de franciliennes et de franciliens, en organisant ensuite, et donc cette conférence a produit un avis citoyen dont on tient compte, en organisant ensuite des états généraux de l'agriculture et de l'alimentation durable qui ont réuni en 2022 pendant 7 mois 1000 représentants de tous les types d'acteurs de la chaîne, tous les maillons de la chaîne de l'alimentation durable, depuis les productrices et les producteurs jusqu'aux consommateurs, en passant par les logisticiens, les grossistes, les artisans, les transformateurs, etc. Et donc, au bout de ces 7 mois de travail, là aussi, on a produit un certain nombre de recommandations. Et en même temps que nous faisions ce travail de fond, d'expertise, de travail, de co-construction, nous avons aussi élaboré, alors essentiellement avec nos gestionnaires de la restauration collective et des experts et des représentants des convives, etc., notre plan alimentation durable, qui n'est pas le premier, hein, qui est le troisième de la ville, mais qui est le plus ambitieux, puisqu'aujourd'hui, la ville de Paris, donc c'est 30 millions de repas dans les crèches, les écoles, les collèges, les EHPAD, les restaurants administratifs et un certain nombre de restaurants solidaires. Eh bien cette restauration collective, elle est à 54% en bio et ou durable. Et les objectifs du plan, qui a été voté à l'unanimité du Conseil de Paris, c'est de passer à 100% de bio et ou durable, dont 75% de purement bio, mais surtout dont 50% provenant de moins de 250 km autour de Paris. Alors, justement, pourquoi je dis bio et ou durable? Parce que nous avons, évidemment, tout notre bio est durable, mais nous avons du durable qui n'est pas bio. Il nous apparaît plus pertinent, par exemple, de fournir notre restauration collective avec une viande label rouge, avec un cahier des charges très exigeant, produite en France dans de bonnes conditions, qui sera donc considérée par la ville de Paris comme durable, mais qui n'aura pas le label bio. Il nous apparaît plus pertinent de faire appel à un éleveur qui respecte ce type de cahier des charges plutôt qu'à importer une viande bio qui vient de très loin. Alors, elle répond au cahier des charges bio, mais est-ce qu'elle a été produite dans des conditions sociales idéales, et est-ce que son bilan carbone pour arriver jusqu'à l'assiette des petits Parisiens est meilleur que celui d'une viande élevée plus à proximité, mais dans de bonnes conditions? Nous, on préfère la deuxième solution. C'est pour ça qu'on a fixé des critères de durabilité, notamment le label rouge, le label pêche durable, MSC, le commerce équitable Nord-Nord et Nord-Sud pour notre banane et notre chocolat, qui sont évidemment produits loin de Paris, à plus de 250 km. Et donc on a un certain nombre de critères de durabilité dont ne fait pas partie la HVE, je veux le préciser, qui sont très exigeants, ou par exemple le fait d'être en deuxième année de conversion vers le bio, et qui nous permettent de combiner donc une offre que nous considérons comme durable, équitable évidemment, et qui est donc essentiellement bio, mais pas que. Donc on s'est fixé l'objectif de 100% de bio et ou durable, dont 75% de bio. Aujourd'hui on est à 54%, dont 35% de bio. Donc 35% c'est quand même beaucoup, hein, par rapport à la moyenne nationale. Et 50% à moins de 250 km de Paris, ça veut dire que la ville, si elle veut remplir les objectifs de ce plan, doit accompagner la structuration des filières d'alimentation durable de proximité. Et c'est pour ça, j'en reviens aux EGAD, aux États généraux de l'agriculture et de l'alimentation durable, que pour mettre en place ce plan, nous avions besoin d'un outil que nous avons créé à l'issue de ces États généraux et qui s'appelle AgriParisSen, qui est une association collective territoriale qui rassemble des collectivités de l'ensemble du bassin de la Seine, la métropole du Havre-Seine, la métropole de Rouen-Normandie, la métropole du Grand Paris, la Seine-Saint-Denis, Haute-Paris, la ville de Paris, le PETR de Lyon, mettent en commun leur ingénierie, leur force de travail, leurs atouts également, pour
cartographier sur tout ce territoire les besoins, l'existant en termes d'alimentation durable, les nécessités de structuration de filières, les nécessités d'implantation de lieux de transformation par exemple, les questions logistiques et la rationalisation d'une espèce de grand marché de l'alimentation durable, marché public à l'échelle du bassin de la Seine. Et nous pensons qu'avec le levier de la commande publique de territoires comme la Seine-Saint-Denis et la ville de Paris, qui sont plus consommateurs que producteurs, nous pouvons participer à la structuration des filières d'alimentation durable des autres territoires qui composent Agri-Paris-Seine et qui, eux, sont plus producteurs que consommateurs. Mais ça va dans les deux sens. Il ne s'agit pas pour la Seine-Saint-Denis et Paris de prendre toute la meilleure nourriture produite dans le bassin de la Seine. Il s'agit aussi pour nous, à travers cette structuration des filières, de faire en sorte que les territoires qui sont plutôt producteurs puissent aussi améliorer leur capacité à nourrir leur population. Je prends souvent cet exemple parce qu'il me semble particulièrement frappant, mais le représentant de la métropole Le Havre-Seine au sein d'Agri-Paris-Seine me disait, enfin l'un des deux, et celui-ci est un agriculteur bio, me disait qu'en fait, seuls 2% de la production agricole, alors tout confondu, des territoires couverts par la métropole Le Havre-Seine reste sur ce territoire. Tout le reste est exporté. Donc l'enjeu, c'est pour ces territoires-là, de structurer leur filière d'alimentation durable, de les rendre à la fois plus désirables, plus rentables et qu'elles puissent être des débouchés sûrs pour les paysannes et les paysans. Mais ça va aussi les aider à garder et à redevenir des terres nourricières et, bon, utiliser un mot à la mode, résilients. Donc on est vraiment, je vais en terminer là parce que je pourrais vous en parler pendant longtemps, mais on est vraiment dans cette logique, et avec Agri-Paris-Seine, on va la pousser le plus loin possible, où finalement une collectivité ne décharge plus sur ceux qui l'approvisionnent la responsabilité du contenu de l'approvisionnement et de sa provenance, mais où cette collectivité s'adapte à l'offre du territoire. C'est plus à l'offre du territoire de s'adapter à la demande des collectivités, parce que c'est ce qui se pratique aujourd'hui, et une collectivité comme la ville de Paris, même si on a 21 gestionnaires, mais si on devait si on devait avoir une commande qui ne tient pas compte de l'offre du territoire, mais on dirait on a besoin de tant de références toute l'année, le même type de production avec des quantités très importantes, et donc ne peuvent répondre à ce type de marché public que les plus grosses structures. Là, on se dit non, on s'adapte à la réalité du territoire. Donc c'est des marchés qui sont un petit peu plus fins, des marchés qui sont à l'outil, c'est des commandes groupées entre différents petits gestionnaires qui permettent à des petits producteurs, petits n'étant évidemment pas péjoratifs en l'occurrence, de répondre à la commande publique, d'avoir des débouchés, de structurer leur propre outil de travail. Et notre boulot aussi, c'est de faire en sorte de les accompagner, parce que quand on est un éleveur d'un petit cheptel, on est en polyculture élevage, qu'on doit à la fois élever ses bêtes et produire de quoi les nourrir, ou quand on est un maraîcher sur une petite surface qui est plutôt en lien avec des coopératives, etc., on n'a pas forcément le personnel et le temps pour répondre à des marchés publics, ce qui prend beaucoup de temps, etc. Donc nous, notre rôle, c'est aussi d'accompagner tous ceux qui, moi je dis souvent ceux qui nourrissent Paris, ceux qui approvisionnent Paris, pour que ça fait partie de la structuration des filières. Parfait, merci beaucoup Madame Pulvar, et donc on prie. Donc nous avoir décrit ce levier puissant de la commande publique, et donc terminer sur ces modalités d'allotissement dont on sait qu'elles sont évidemment à la fois une opportunité mais une charge pour les agriculteurs pour y répondre, mais aussi pour la collectivité territoriale. C'est plus de travail administratif de diviser évidemment en lot des appels d'offres publics. Donc ça répond ensuite à des choix politiques qui sont faits, on le comprend. Sophie disait tout à l'heure, l'offre fait la demande. Donc Marianne Naudin, Aïd Saïd, vous êtes justement en position de modeler cette demande par l'offre que vous faites. Donc je rappelle, vous êtes chef de projet RSE-achat chez
Lidl France. Donc vous êtes experte des filières durables et donc vous êtes en position d'acheter auprès de vos fournisseurs, auprès desquels vous faites donc du coup un travail de fond pour transformer justement cette relation que vous avez avec vos fournisseurs et proposer une offre évidemment plus vertueuse pour les consommateurs qui viennent dans vos magasins. Donc peut-être vous pouvez nous décrire un petit peu justement tout ce que vous menez et tout ça dans un contexte qui nous a déjà été évoqué mais qui est compliqué, on l'a vu pour les producteurs, on le sait aussi pour un certain nombre de distributeurs et surtout pour les consommateurs finaux et donc cette fameuse quadrature, comment avoir des prix in fine qui soient quand même suffisamment accessibles tout en rémunérant le mieux disant que vous essayez de faire avec vos fournisseurs. Donc Marianne, peut-être pour nous expliquer tout ça. D'abord, bonjour à tous et merci pour l'invitation et la tribune que vous m'offrez. Je ne pouvais pas ne pas revenir sur le slogan de Lidl puisqu'il a été évoqué dans la précédente table ronde qui est le vrai prix des bonnes choses. Qu'est-ce qu'on met derrière le vrai prix des bonnes choses chez Lidl? C'est 3 choses. Le prix, évidemment, l'accessibilité prix qui est une promesse forte de notre groupe envers nos clients. Mais on met aussi et surtout la qualité, et c'est vraiment un engagement historique chez Lidl. Et plus récemment, le COMEX du groupe Lidl a décidé aussi d'inscrire la durabilité derrière ce slogan. Et c'est un choix fort du groupe. Et au sein de notre service, nous incarnons ce choix fort. C'est derrière la durabilité annoncée, c'est un service, le service RSE Achat chez nous, dont je fais partie, qui est en charge de la responsabilisation des filières auprès de nos acheteurs. Quel est notre travail du quotidien? Notre travail du quotidien, c'est d'accompagner nos fournisseurs, nos filières à transformer les modalités de production à la fois sur le plan environnemental et social. On ne travaille pas seulement sur des premiums, qui ne serait pas accessible à tous, mais l'idée c'est bien de transformer l'ensemble de notre offre. Donc pour illustrer ce propos, je vais prendre l'exemple de la filière banane, puisque je travaille notamment sur les filières fruits et légumes. Comment on va travailler avec nos fournisseurs et nos partenaires économiques sur la transformation de nos filières. Donc il y a 4 niveaux. Ok. Il y a 4 niveaux qui vont, sur lesquels on va travailler. Donc déjà au niveau du groupe, on va structurer notre relation avec nos partenaires économiques, avec nos fournisseurs, autour de chartes d'achat responsable, en lien avec le devoir de vigilance, qui vont permettre d'établir des standards minimums pour l'ensemble de nos produits. Le deuxième niveau, ça va être la certification, notamment sur nos matières premières à risque. C'est aussi un niveau qui est porté par le groupe, c'est-à-dire qu'on a des objectifs très forts en termes de certification pour les matières premières à risque, notamment sur la banane. Donc on est depuis 2022 en 100% certifié. Fairtrade sur la partie bio et Rainforest sur la partie conventionnelle, sur nos 2 références conventionnelles. Et ça fait de Lidl le premier contributeur de Fairtrade au monde. Donc c'est un engagement très fort du groupe. Et après, au niveau français, on va également travailler avec nos fournisseurs. Donc le 3e niveau, c'est ce qu'on va appeler chez nous des stratégies filières durables, où on va co-construire avec nos fournisseurs des objectifs à court, moyen et long terme sur les enjeux sociaux et environnementaux. Donc c'est le travail que je fais depuis 2021 au sein de Lidl, notamment sur la filière banane, où ça a été vraiment, on va dire, une petite révolution chez nous, parce qu'on avait toujours eu historiquement des relations plutôt tendues avec nos fournisseurs de bananes. Et ce travail de feuille de route a vraiment permis de sortir de juste ces négociations commerciales très tendues chaque année, de parler d'autres sujets, et notamment des sujets environnementaux et sociaux. Donc on a travaillé avec nos fournisseurs de bananes sur 15 enjeux sociaux et environnementaux, donc que ce soit les pesticides,
la question des sols, la question des émissions de GES, sur la partie sociale, la question des conditions de travail et rémunération, aussi les impacts sur les communautés locales. Et donc on a travaillé, on a co-construit avec eux des objectifs de résultats qu'on va maintenant suivre, qu'on suit maintenant depuis 1 an dans le temps, avec des indicateurs qui nous permettent d'évaluer l'atteinte ou non de cet objectif-là. Donc ça, c'est le 3e niveau, qu'on accompagne aussi de projets pilotes, parce que c'est pas toujours facile de juste voilà, lancer des pistes d'action et de demander aux fournisseurs de travailler dessus. On a aussi besoin de projets pilotes pour aller plus loin. Et donc sur la question de la banane, c'est notamment le cas sur un projet pilote autour des pesticides qu'on mène en lien avec le CIRAD. Et donc là, on va bientôt officialiser la mise en place d'une ferme pilote en Colombie. Sur cette question-là, et notamment autour des clauses miroirs. Et le dernier niveau, parce que Madame Dubuisson l'a très bien dit, on ne peut pas appliquer des conditions environnementales et sociales très spécifiques à notre produit si ça nous fait décrocher du marché. Donc le dernier niveau qui est important pour nous, c'est de travailler sur du pré-concurrentiel. Et c'est pour ça qu'on participe à différentes initiatives qui nous permettent où on va essayer d'emmener l'ensemble du marché à un standard mieux-disant. Et donc c'est notamment le cas sur la banane avec le lancement de l'initiative française pour une banane durable auquel on participe. Voilà pour les différents niveaux. Pour peut-être revenir sur le contexte qui est particulièrement difficile en ce moment, donc le contexte inflationniste, qu'on se prend nous en plein fouet côté Lidl, hein, ça a d'ailleurs marqué un pas sur la croissance qu'on avait depuis une dizaine d'années. Et ben, sur l'offre, ça a des conséquences directes. Je dirais d'abord nos clients vont aller moins vers le premium. On a aujourd'hui nos contrats tripartites qui étaient vraiment un fer de lance sur les filières animales pour aller vers justement des relations sociales apaisées qui souffrent. Surtout sur la viande, où voilà, on voit vraiment une déconsommation et des consommateurs qui vont plutôt chercher le prix qu'un engagement social. Et au-delà de ces premiums qui souffrent, on a tout simplement des clients qui déconsomment, c'est-à-dire qui ne vont plus pouvoir acheter des fruits et légumes, qui ne vont plus pouvoir acheter des produits même premier prix, on va dire, parce qu'ils n'ont plus les moyens à cause de l'inflation. Donc c'est pour ça que c'est évident pour nous qu'il faut qu'on continue à travailler sur cette accessibilité prix et que le travail qu'on fait au sein des filières ne doit pas être au détriment de cette accessibilité prix. Et du coup, est-ce que ça met aussi en difficulté ou à mal les contrats tripartites que vous pouvez développer entre producteurs, industriels, distributeurs, ce contexte singulier ? Alors, pour l'instant, ça ne les remet pas en cause, mais je vais vous prendre un exemple très précis. Nous, notre engagement sur la viande, sur les contrats tripartites, c'est d'acheter l'ensemble de la bête. Quand d'autres font des contrats tripartites sur un morceau de la viande en particulier, nous, on s'engage à acheter l'ensemble de la bête. Mais sur une vache, ça veut dire que ça fait beaucoup de viande hachée à vendre. Et la viande hachée en contrat tripartite, ça se vend très mal chez nous. Donc c'est là où on cherche des relais, peut-être au niveau justement de la restauration publique, pour aussi trouver des débouchés pour de la viande hachée, quand nous, les contrats tripartites, ça se vend quand même mieux sur des produits un peu plus premium. Très bien, merci beaucoup à toutes les trois pour ce premier tour. Donc on vous a demandé un petit peu quelques devoirs que vous avez, je crois, bien remplis. Donc d'imaginer ce que pourraient être des propositions de levier de transformation justement pour structurer cette offre et cette demande. On y reviendra. Avant cela, je propose qu'on ait un temps d'échange, de questions-réponses. Donc je regarde mon écran retour pour voir. Oh là là, oui, déjà. Très bien. Alors, non, c'était la table ronde d'avant. Ah non, pardon, je me trompe. Non, il y a Lidl. Lidl accompagne ses filières vers plus de durabilité. Est-ce que ça signifie que votre entreprise réduit ses marges et ou accepte d'augmenter les prix payés aux producteurs et productrices ? On va rester sur l'exemple du contrat tripartite. Alors,
réduire nos marges, il faut quand même voilà, qu'on paye nos salariés et qu'on paye aussi l'investissement. Mais si on reste sur l'exemple du tripartite, sur le lait, nous, on est au taquet de notre marge, c'est-à-dire ce que nous autorise la loi, hein, puisqu'il y a une marge minimum qui est définie par la loi, parce qu'on a cet engagement de prix rémunérateur pour les producteurs. Donc ça, c'est un exemple précis. On ne peut pas le faire tout le temps, parce que cette marge minimum définie par le législateur ne nous permet pas, nous, de faire fonctionner la machine, quoi. Merci beaucoup. Une question qui vous est adressée, Audrey Pulvar. Est-ce qu'il n'y a pas, c'est vous-même, est-ce qu'il n'y a pas des éleveurs bio en France qui auraient bien besoin du soutien des pouvoirs publics pour maintenir un élevage durable dans nos campagnes ? Mais bien sûr, j'ai pas dit qu'on n'achetait pas de viande bio, hein. J'ai dit que si dans un cas justement dans le cas où on ne trouverait pas d'éleveurs bio qui puissent nous fournir, on préfère, je donnais cet exemple, on préfère acheter une viande et label rouge avec un cahier des charges exigeant et produite en France plutôt qu'acheter une viande bio venant par exemple d'Allemagne. J'ai rien contre les Allemands, mais voilà, c'était un exemple que je donnais. Mais bien sûr, l'objectif, et quand je vous dis qu'on s'est fixé l'objectif de passer à 100% de bio ou durable, dont 75% de bio, évidemment, les éleveurs français sont compris, les éleveurs et les pêcheurs français sont compris dans ces 75%. Et parmi les missions justement d'AgriParisSen, il y a, parce que c'est plus facile de faire du 50% à moins de 250 km de son centre quand on est à Montpellier ou à Bordeaux que quand on est à Paris. Parce qu'à moins de 250 km de Paris, il y a beaucoup de choses. Mais il y a, pour ce qui concerne l'Île-de-France, essentiellement des grandes cultures céréalières et très peu en durable ou bio. Et au-delà de l'Île-de-France, que 250, ça va quand même beaucoup plus loin, il y a un peu d'élevage. Un peu d'élevage bio, mais pas forcément suffisamment pour fournir l'ensemble de la resto-co parisienne et en laisser un peu aussi à la resto-co collective des territoires producteurs. Il y a un peu il y a du maraîchage, etc. Mais en bio et ou durable, il y a beaucoup d'offres un peu disparates. Et justement, l'un des objectifs d'AgriParisSen, c'est de cartographier tout ce potentiel et de l'aider à devenir cohérent pour structurer les filières d'approvisionnement. Mais bien sûr que nous soutenons les éleveurs français et les éleveurs bio, bien sûr. Très bien, merci de l'avoir rappelé, d'avoir cité Montpellier, qui commence à me manquer. Alors, c'est pas il y le avait même climat. Hein. Pardon ? C'est pas le même climat qu'à Paris. C'est ça, c'est pour ça. Alors, il y avait une question, mais qui a disparu, je ne sais pas pourquoi. C'était sur la question de la démocratie alimentaire. Alors, je ne l'ai plus exactement en tête. Je ne sais pas si elle peut réapparaître. C'était à nouveau pour vous, Audrey Pulvar, sur l'idée de... Alors, il y avait l'idée d'un soutien aux consommateurs, mais d'un point de vue plus politique, c'est-à-dire comment les faire participer au choix. Voilà, sous une forme de démocratie alimentaire, comment les citoyens consommateurs, mangeurs peuvent participer aux décisions que vous prenez. Alors, premièrement, quand je vous disais que pour nous, le lien est permanent et nécessaire entre tout ce qu'on entreprend pour réduire la part de l'agriculture et de l'alimentation dans nos émissions de gaz à effet de serre, mais aussi de rendre accessible à toutes et tous une alimentation durable. Je ne sais pas si c'est de la démocratie alimentaire, mais c'est en tout cas de la justice sociale, hein, pour ce qu'on met dans ces mots-là à Paris. C'est-à-dire rendre cette alimentation qui, jusqu'à maintenant, est généralement réservée à celles et ceux qui ont les moyens de se la payer, accessible, y compris aux ménages les plus modestes, aux classes moyennes en difficulté du fait de la crise du pouvoir d'achat depuis 2 ans maintenant, et aux personnes en situation, y compris de grande précarité. C'est pour ça qu'on a donc le levier de la restauration collective, le premier tarif, le tarif pour les ménages les plus modestes dans la restauration collective parisienne, c'est 13 centimes d'euros. C'est-à-dire que pour 13 centimes d'euros, vous avez un plateau de convives dans lequel il y a 4 ou 5 éléments qui sont essentiellement
des denrées alimentaires bio et ou durables, qui sont essentiellement fabriquées sur place ou, si c'est en cuisine centrale, fabriquées 24 ou 48 heures avant dans les meilleures conditions possibles. Et ce sont des produits frais, locaux, durables, ou en tout cas, si ce n'est locaux, en tout cas français pour la plupart, sauf, encore une fois, pour ceux qui ne sont pas encore cultivés de façon assez organisée dans l'Hexagone. Et même si le réchauffement climatique change beaucoup la nature des cultures, on n'en est pas encore à cultiver de la banane ou du cacao, en tout cas en quantité suffisante en France hexagonale. Donc il y a déjà cette entrée qui est l'entrée de la restauration collective. Ensuite, à côté de cela, nous organisons tout un maillage du territoire parisien en commerce d'alimentation durable. Quand je dis durable, c'est équitable, hein, parce que le critère de commerce équitable fait partie pour nous de nos critères de durabilité. Donc en commerce d'alimentation durable à prix abordable, essentiellement dans les quartiers prioritaires de la ville. Donc ça peut être des épiceries sociales et solidaires, des épiceries de vrac, des cuisines partagées et participatives, des halles alimentaires. Et puis, nous avons aussi un dispositif de soutien financier à la Fondation de l'Armée du Salut et à Vif Circuit Court, qui est une émanation de la Croix-Rouge, et qui permet ce dispositif de fournir à la FADS et à Vif Circuit Court près de 10 tonnes de denrées bio, durables, de proximité, celles-là, produites à moins de 250 km de Paris par semaine. Et ensuite, la FADS et Vif Circuit Court les redistribuent à une quinzaine d'associations qui, elles, les transforment, donc soit en plats servis en aide alimentaire, soit ça peut être aussi du vrac ou des paniers qui sont donnés à des ménages les plus défavorisés. Donc ce sont entre 9 et 10 000 personnes qui, chaque semaine en bénéficient. On organise aussi régulièrement le soutien financier d'opérations en aide alimentaire avec, par exemple, je prends l'exemple de Refugee Food, mais ce n'est qu'un exemple, qui fournit des repas de très grande qualité à des personnes qui dépendent de l'aide alimentaire. Et puis, puisque je parle de Refugee Food, quand je vous disais tout à l'heure qu'on installe des commerces d'alimentation durable, des cuisines partagées, etc., on soutient aussi des structures comme la cuisine des arbustes ou Marmite d'Afrique dans le 19e, et beaucoup d'autres, hein, on a plusieurs centaines, qui sont des lieux de fabrication de repas, alors qu'ils ne sont pas gratuits, mais qui sont à prix libre, par exemple, et qui sont évidemment destinés aux personnes en situation de faible revenu. On a également, là pour le coup, dans la restauration collective, des restaurants, ce qu'on appelle les restaurants solidaires, des restaurants émeraudes, qui s'adressent par exemple à des personnes âgées qui ont de très faibles revenus, qui s'adressent aussi à des personnes en grande précarité, parfois des personnes en situation de rue. Donc c'est une façon pour nous, c'est tout un ensemble de dispositifs, un dispositif comme le défi foyer alimentation positive qui nous permet d'accompagner pendant 8 à 10 mois avec le groupement des agriculteurs bio d'Île-de-France des ménages dans les quartiers populaires qui reçoivent une formation avec le GAB pour identifier dans leur quartier les endroits où ils peuvent acheter à bas prix de l'alimentation durable, pour apprendre à cuisiner des produits locaux et de saison, parce que c'est souvent cet exemple, mais on sait tous à peu près quoi faire avec un concombre et une tomate, mais on est moins nombreux à savoir quoi faire avec un navet boule d'or et un topinambour, par exemple. Donc on a tout un ensemble de dispositifs comme cela qui sont pour nous finalement une forme de sécurité sociale de l'alimentation qui ne s'appelle pas comme ça parce qu'elle n'est pas universelle, mais qui est un dispositif, un réseau d'actions qui permettent vraiment d'améliorer cette accessibilité des plus modestes à une alimentation de qualité. Puis une dernière chose, c'est que donc moi je suis adjointe à l'agriculture et à l'alimentation durable, mais dans mes responsabilités, il y a donc
l'accompagnement de la transition écologique de l'agriculture qui nourrit Paris. Et puis il y a aussi une autre partie qui est le développement de l'agriculture urbaine. Alors l'agriculture urbaine, elle n'a pas la prétention, elle ne l'aura jamais, de nourrir l'ensemble d'une ville comme Paris. Mais elle peut aider, elle peut être un maillon de la chaîne, et c'est ce que j'essaie d'en faire avec les directions concernées, pour rapprocher des populations les plus modestes une alimentation de qualité. Parfait, merci beaucoup. Alors, on vous l'avait rappelé tout à l'heure, mais donc nous y venons. Vous aviez donc des devoirs à préparer à la maison, donc c'est l'heure du rendu. On va voir si vous avez bien travaillé. Donc, il vous était demandé d'imaginer des leviers de changement qui vous semblent essentiels pour accompagner la transformation de nos modes de production et de consommation. Vous avez compris que cette journée va inspirer un document de plaidoyer pour Commerce Équitable France, 10 propositions pour construire les filières de demain. Donc c'est des propositions que vous nous proposez là ce matin et puis qui évidemment émaneront aussi des ateliers cet après-midi. Donc c'est l'ensemble de la journée qui va inspirer cette feuille de route. Et donc vous êtes invités à voter, donc toujours sur la même application. Je vous rappelle, vous scannez votre badge. Et donc pour savoir si, d'après vous, ce levier doit faire partie ou non des priorités de travail des acteurs du commerce équitable. Donc, peut-être Sophie Dubuisson-Kelly, alors on a entendu celle de Valérie Hayé, je la rappelle, c'était l'idée de mettre en place une taxe équitable aux frontières de l'Union européenne. Sophie, votre proposition, quelle serait-elle ? Alors, je pense que j'avais dû mettre le travail sur les modèles économiques, mais puisque j'ai la parole, du coup, et que en sciences sociales, on a plutôt tendance à avoir des visions systémiques. Alors, je ne prends pas ma casquette d'experte au Conseil pour le climat, mais de chercheur aujourd'hui. Et en fait, je voudrais insister sur le fait que si on veut vraiment du transformationnel, il y a quelque chose qui est important auquel on ne pense jamais, qui est qu'il ne va pas seulement falloir inventer des choses, il va falloir défaire des choses. Et la complexité, elle est là. Par exemple, dans l'exemple que vous avez cité, on voit bien qu'il faut à un certain moment lutter contre cette spécialisation territoriale de l'agriculture, qui est quelque chose d'extrêmement complexe à défaire. Il faut aussi défaire, par exemple, les goûts qui ont été façonnés par des dizaines d'années d'une offre alimentaire produite par un certain nombre d'acteurs. Donc le fait de défaire les choses, en fait, c'est souvent laissé de côté. On a l'impression qu'on va aller de l'avant, inventer de nouvelles choses. Non, parce que ce qui fait verrou aujourd'hui, c'est aussi ce qui est en place. Donc voilà, donc j'ai dû donner comme levier la question des modèles économiques. J'insisterai aussi sur les indicateurs de richesse au niveau macro, qui vont aussi être des choses qu'il va falloir modifier, donc défaire un certain nombre de choses. Donc les leviers que je donne sont assez peu actionnables, mais voilà, je préfère rester sur ce niveau-là. Et si on essaie de traduire justement, qu'est-ce que ce serait défaire ? Quel type d'action on pourrait imaginer derrière cette idée de défaire ? Oui, là, il va falloir du volontarisme du côté de l'action publique de manière assez évidente. Il va falloir aussi des échelles d'action qui sont multiples, et notamment aller au niveau international. Il va falloir probablement aussi des formes de coopération entre le public et le privé qui sont intéressantes à mener. Et on se doute d'une certaine manière que la question de l'alimentation et de l'agriculture vont nécessairement en fait supposer ce type d'alliance assez forte. Entendu, donc s'il y a un levier auquel vous penseriez, en 2-3 lignes. Je résiste à la question autant que je peux, mais je n'y arrive pas. Bien, je vous pousse. Ouais. Oui, voilà, je dirais changer les modèles économiques, mais c'est extrêmement complexe à faire. C'est pour ça que je préfère placer ce changement dans un cadre un peu plus large. Voilà. Entendu. Élève Sophie, je ne tirerai pas plus de précision, je comprends. Audrey Pulvar, donc j'imagine c'est autour de la commande publique. Absolument. Moi, je suis aussi coprésidente de la commission stratégie alimentaire territoriale de France Urbaine, qui est un ensemble de collectivités qui représentent 60% du territoire français et 40% de la population de la France. Donc, ce sont des villes, des communautés d'agglomération, etc. Et avec France Urbaine, nous portons le combat, aux côtés d'autres acteurs, comme un Plus Bio par exemple, d'une exception alimentaire au niveau européen, c'est-à-dire un changement du cadre réglementaire à l'échelle de l'Union européenne sur la question des marchés publics pour que les collectivités puissent dédier 50% de leurs commandes publiques en matière d'alimentation, puissent dédier 50% de cette commande publique
à leur proximité, leurs producteurs de proximité. Parce qu'aujourd'hui, c'est interdit en fait par le Code des marchés publics européen, et donc pour que une collectivité puisse s'adresser en priorité à des producteurs à proximité sur son territoire et à proximité de son territoire, eh bien il faut ruser en fait, hein. Donc ça peut être comment dire, un artifice, oui, qu'on utilise le plus souvent, c'est de mettre dans le marché public comme condition que les convives, donc que ce soit des élèves, des personnes âgées, etc., puissent régulièrement aller voir l'exploitation où est produite la viande ou les légumes qui se retrouvent dans leur assiette. Donc évidemment, ça peut pas être situé aux confins de l'Union européenne, et c'est mieux que ce soit à proximité. Mais bon, ce sont des artifices. Et là, l'idée serait vraiment de donner un signal fort et de dire que sur la question, comme il y a une exception culturelle qui a été défendue par la France, que sur la question de l'alimentation, les collectivités puissent consacrer 50% de leurs commandes publiques à des territoires de proximité, évidemment pour ce qui nous concerne, une production durable. Parfait, donc c'est clair. Je peux résumer en défendre une exception alimentaire pour permettre aux collectivités de s'approvisionner en proximité. Et comme vous l'indiquiez, effectivement, on ruse, et tout le monde ruse dans l'Union européenne, c'est ça qui est assez savoureux. Donc je pense qu'évidemment, la loi évoluera certainement. Du côté de l'offre, Marianne, quelle proposition avez-nous à nous faire ? Alors, du coup, si on regarde le privé, je dirais, c'est quelque chose qu'on porte notamment dans les initiatives préconcurrentielles, c'est évidemment développer la transparence et une meilleure répartition de la valeur tout au long de la chaîne. Et ça, c'est aussi avoir plus de transparence sur des filières très longues comme la banane et le cacao. Si je devais avoir une prescription sur les politiques publiques, eh ben je reprendrai les éléments qui ont été énoncés dans la première table ronde sur la question de la TVA. Et je pense que ça a été très bien explicité par Monsieur Collard. Une différenciation de la TVA en fonction d'un produit plus durable qu'on pourrait annexer, moi je ne sais pas, sur l'affichage environnemental qui arrive très bientôt, et sur des questions sociales, serait un bon moyen de permettre une accessibilité prix de ces produits. Très bien. Bon, bah, carrément, on copie sur ses petits camarades. Très bonne proposition. De toute façon, la demande était justement qu'elle soit relayée. Donc ça vous fait 4 propositions. Alors moi, je suis pas connecté là, donc je crois comprendre que vous devez pouvoir voter, ou en tout cas exprimer votre opinion sur l'idée qu'elle fasse plus ou moins, ou en tout cas partie des priorités de travail des acteurs de Commerce Équitable France. Et je précise, bien entendu, des fois qu'on m'ait mal compris, que toutes ces propositions ne sont pas en concurrence les unes avec les autres. On est dans une forme d'éducation positive et bienveillante. Toutes ces propositions sont évidemment intéressantes. Et donc, on est plutôt sur des